Je suis designer d'expérience utilisateur et j'ai l'honneur de passer après le repas pour vous parler de templates de framework et essayer de vous convaincre qu'on peut avoir un processus orienté utilisateur tout en continuant à utiliser des templates et des frameworks. Du coup, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est un template et un framework. Donc j'ai trouvé quelques définitions. Un framework UI, c'est un outil qui propose un ensemble de composants permettant de construire une interface. Grosso modo, si vous avez entendu parler de Bootstrap, de Foundation, de Bulma, de ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle un framework UI. Vous m'entendez ou faut que je rapproche le micro? Ok. Un template, bon, pas de télécommande, un template, donc ça désigne un thème graphique appliqué à un site web indépendamment de son contenu. Donc ça peut être des templates que vous allez acheter pour des CMS comme WordPress, ou ça peut être, encore une fois, dans cet exemple-là, à partir de Bootstrap, en fait, donc vous avez plein de petits composants. Quand on met tous ces composants ensemble pour créer des pages, on va pouvoir appeler ça un template. Donc dans les deux cas, en fait, ça nous permet de construire des sites web. Cher auditoire, c'est l'histoire d'un projet. Vous apprêtez à entendre l'histoire de mauvaises décisions, d'événements fâcheux qui ont mené un projet à sa perte. C'est pas un conte de fées, donc il n'y aura pas de fin heureuse. Je suis désolée. Si vous attendiez une jolie histoire pour dormir après le déjeuner, ça ne sera pas ce genre d'histoire. Comme toute bonne histoire, en général, il nous faut un protagoniste. Donc on va l'appeler Monsieur le Client, pour des raisons de confidentialité. Il avait une jolie idée, Monsieur le Client. Il voulait aider les enfants à apprendre la musique. Donc ce qu'il voulait faire, c'est concrètement avoir une application iPad sur laquelle des professeurs de musique pourraient prendre des courtes petites sections du cours de musique. Et ensuite, les élèves, les étudiants de ces cours de musique pourraient rentrer à la maison et consulter ces petites vidéos pour les aider sur une plateforme en ligne dans le navigateur. Pour donner vie à ce projet-là, en général, il nous faut une équipe, la Dream Team. Donc, notre client a fait appel à nous. On avait une équipe de développement, une équipe de designers. Et comme on n'avait pas les compétences en interne pour du développement iOS pour l'application iPad, le client a fait appel, du coup, à une agence tierce. Et ce client-là avait bien sûr des gens qui ramènent de l'argent, donc des business angels, des investisseurs. Mon équipe travaillerait sur la plateforme web d'un côté et l'agence travaillerait sur l'application iPad. Vous doutez bien qu'à partir du moment où on a autant de protagonistes, il y a forcément des couacs sur un projet. Donc l'équipe de développement, la nôtre, rencontra assez souvent l'équipe de développement iPad. Ils se sont mis d'accord sur les API, est-ce qu'on met du JSON, du XML, blablabla, tout ça, ok. Donc eux collaboraient. Et pendant un de ces meetings-là, j'ai eu l'idée bizarre de poser la question qui fâche mais en fait, qui est-ce qui va se charger de l'application iPad et surtout qui se charge du design? Ça ressemblait un peu à ça. Donc l'équipe iOS, nous on peut le faire. Moi, ok, vous avez des designers en interne. L'équipe iOS, non, on va faire appel à un freelance. Moi, vu qu'on a des designers chez nous et qu'on fait le design de l'application web, on va peut-être aussi faire le design de l'application iPad. L'équipe iOS n'était pas forcément ravie, mais le client était plutôt content de savoir que quelqu'un s'occupe du design, donc il accepte. Là, vous vous dites, tout le monde est sur la même longueur d'onde, c'est bon, tout est bien défini, tout va bien se passer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par faire le design, on entend deux choses totalement différentes. Mon équipe entendait, on va les aider avec le parcours utilisateur, avec les wireframes, et puis on va faire le design de l'interface. L'équipe de développement, pour eux, c'était, on va construire le produit avec notre framework, et puis l'équipe de design, là, ils mettront un coup de peinture à la fin du projet. Bien sûr, personne n'a dit ça à haute voix durant ce meeting. Ça serait trop facile. Non, il n'y a pas de souci. Là, c'est ce que j'ai demandé. Mieux ? Ok. Donc, un peu bizarre. L'équipe de design, bien sûr, ne fut jamais consultée, ni pour l'architecture, ni pour les parcours, ni pour les wireframes. Au bout de quelques semaines, on reçoit une première version d'un prototype. On teste l'application, on se dit, j'espère que c'est juste un prototype. Concrètement, ce qui se passe, c'est que la navigation se faisait par onglet. Il fallait plus de 17 actions, de faire des allers-retours dans différents onglets pour pouvoir prendre des vidéos et les envoyer à des élèves. Pour ceux qui ont ce matin assisté à la conférence sur les parcours mentaux, concrètement, là, c'est clairement un souci de parcours mental. Ça n'a aucun sens de faire là, 50 allers-retours dans tous les sens, dans 15 onglets, pour faire quelque chose qui, dans un parcours mental, est quelque chose de linéaire. Donc, un peu étonnée, un peu positive, je dis « Non, mais c'est juste un prototype, est-ce qu'on peut proposer des améliorations ?» Le vocabulaire positif, amélioration. Bien sûr, tant qu'elle rentre dans les composants de notre framework.
Donc c'est là où on a eu tout le contexte. Ce qui s'est passé, c'est que pour des raisons de budget et de deadline, l'équipe iOS avait construit leur application avec un framework maison. Et donc ils ont pris le truc le plus utilisé dans une application iPad concrètement pour faire une navigation, qui sont des onglets. Sauf que dans notre cas, en fait, les onglets, ça marchait pas. Utiliser un framework dans le cadre d'une startup pour aller très très vite sur un marché, ça fait beaucoup de sens en fait. Sauf que le problème, c'est que si on ne consulte pas des designers pour décider, aider aux décisions de composants, on finit avec une application inutilisable. Bien sûr, les propositions d'amélioration d'ergonomie furent toutes rejetées, pour des raisons de budget. Bon. Donc on était en printemps, le produit devait être lancé en septembre, aucune marraine, la bonne fée ou baguette magique ne sauvera cette application. On demanda à notre équipe de mettre un joli coup de peinture et rendre l'application iPad jolie et sympa. Et on l'a fait, la mort dans l'âme. L'application, c'était le net plus extra. Faut comprendre qu'on sortait d'années de scomorphisme, de trucs un peu dans tous les sens. On avait une application shiny, sexy, 2.0, trendy, tous les buzzwords que vous voulez. C'était un bel objet, un peu comme le presse-citron de Stark. C'était un bel objet. Donc le client, il avait envie de montrer ce bel objet à ses investisseurs et il a fait la chose qu'il aurait fallu faire dès le départ, impliquer ses utilisateurs, ses utilisatrices. Donc le client allait montrer son application, il allait leur expliquer comment elle fonctionne et même en leur expliquant comment elle fonctionne, ces gens étaient incapables de comprendre. Là, le client se dit « Ok, on a un problème. La vie est cruelle. Dans toute bonne histoire, il faut un petit moment tragique, c'est ce moment-là. Notre client était inquiet, donc il est revenu vers nous en disant qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, on a saisi l'opportunité pour faire ce qu'on aurait dû faire dès le départ, à savoir des parcours utilisateurs. Donc on est allé vers lui, on dit ok, est-ce que tu nous donnes une journée de design, ce qui correspond à une demi-journée quand on est deux designers, donc une journée de budget pour revoir les parcours. Une matinée, un tableau blanc, des post-it, et on a essayé de se remettre à la place des utilisateurs et d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Donc notre version à nous, en fait, on a tout repris de zéro, mais on est capable d'accomplir les tâches en 8 étapes au lieu de 15. Et surtout, c'est des étapes linéaires. On ne peut pas se perdre, en fait. On fait 1, 2, 3, 4, l'envoyer, fin. Beaucoup plus simple. Donc on présente ça au client, qui était ravi. L'équipe de développement dit « Ouais, ok, ça devrait être faisable ». Donc on commence à planifier des tests utilisateurs, parce que forcément on ne peut pas tester un prototype avec des post-it, donc on commence à planifier des wireframes. Petit espoir en se disant que bah voilà, c'est bon, enfin, on va pouvoir sauver le projet. Je vous ai dit au départ, il n'y a pas de fin heureuse à cette histoire. Désolée. Donc la réalité des deadlines, la réalité des budgets, en fait, ont rattrapé notre projet très très vite. Au départ, l'équipe de développement était d'accord de refaire l'application iOS avec notre nouveau parcours. Le problème, c'est que les composants n'existaient pas dans leur framework. Dommage. Et donc, du coup, il aurait fallu redévelopper from scratch des nouveaux composants, ce qui voulait dire rajouter du budget pour notre client et surtout que la deadline de septembre n'allait pas être tenue. C'est au final les investisseurs qui ont pris la décision en disant nous, on a une deadline en septembre, il faut qu'on aille sur le marché vite, il faut qu'on rentabilise l'application. Donc, ils sont allés en théorie sur le marché en septembre. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, personne n'a été capable de respecter la deadline de septembre. Je crois que ça a été mis sur le marché en janvier de l'année suivante. Mais dans tous les cas, on nous a dit oui, vos propositions, on les implémentera dans la prochaine version. La prochaine version, bien sûr, elle n'arrive à jamais. Il y a eu d'autres malheurs sur ce projet, hein. Ce n'était pas la seule mauvaise décision, rassurez-vous, ça ne suffit pas à tanker complètement un projet, mais ça n'a pas forcément aidé, parce que derrière, quand on va sur le marché avec un produit iPad inutilisable, et qu'il faut derrière chaque utilisatrice, chaque utilisateur, pour leur faire comprendre comment ça fonctionne, eh ben c'est pas gagné. Donc des histoires comme ça, j'en ai des tonnes, pas que les miennes. D'autres designers, d'autres projets, des startups, en agence, en SS2I, chez le client, sur mobile, sur web, on en a plein des histoires comme ça. Le point commun de toutes ces histoires, souvent, c'est un manque cruel de considération des besoins des utilisateurs, des utilisatrices, dictés, au final, par les besoins d'un framework de développement. Pourtant, on en utilise tous les jours. On a plein de projets qui ont du succès avec des frameworks de base. Bootstrap, c'était quelque chose qui a été créé par Twitter. Donc, il n'y a pas forcément quelque chose de mauvais dans les frameworks. La question à se poser, c'est est-ce qu'on peut proposer quelque chose pour les utiliser sans aller à l'encontre des besoins de nos utilisateurs. Donc j'ai décidé de demander à la communauté. Donc j'ai publié un petit sondage en ligne, j'ai eu 120 réponses, je crois. Merci aux gens qui ont répondu d'ailleurs. J'ai interviewé pas mal de gens aussi pour constituer cette conférence. Et donc ce qui va suivre, c'est un petit mélange de tout ça. Donc déjà, j'ai commencé par demander quel framework est le plus utilisé. Bootstrap gagne
haut la main. Il y a quelques autres petits trucs pur CSS. Je ne connaissais pas, mais ça remontait assez haut, et Foundation en 3e. Donc clairement, aujourd'hui, la plupart des gens en fait, vont aller vers plutôt du Bootstrap. Et puis, je vous lise des templates de dev. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que designer, moi, j'ai rien contre les frameworks, j'en utilise au quotidien. Quand je vais designer une application pour Android, par exemple, j'utilisais un framework qui s'appelle Material Design, c'est celui d'Android. Si je design pour iOS, j'utilise un framework, le framework de conception visuelle d'iOS. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que même nous, en tant que designer, en fait, on a l'habitude d'utiliser des frameworks, mais on les utilise tout en continuant à avoir des méthodes de conception qui nous permettent de choisir les bons composants. Donc, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise des frameworks? J'ai demandé aux gens pourquoi, concrètement. Ça paraît un peu bête, mais c'est toujours assez intéressant de poser les bases, en fait. Une grosse partie des réponses était orientée autour des gains de temps et des gains de budget, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un accès rapide au marché. On ne peut plus être dans des cycles en V où on commence un projet et puis le produit il sera là dans 5 ans. C'est plus possible. Aujourd'hui, les gens ils veulent quelque chose, on a besoin d'itérer, on a des méthodes agiles, ce genre de choses. Et donc les frameworks, clairement, ils nous permettent ce genre de choses. Des fois, on n'a pas de designer dans les équipes, ça arrive aussi. Souvent, il y a des startups, le but c'est d'avoir un prototype, c'est pas forcément d'avoir un design. Donc dans tous ces cas-là, les frameworks, ça reste des outils super utiles. Des réponses ouvertes et des interviews, j'ai vu des choses assez intéressantes. Notamment les gens qui me parlent de l'uniformisation et de la structure. Donc ça, c'est très très intéressant. Certaines personnes me disaient, nous, si on part sur Bootstrap, en fait, on est sûr que chez le client, ou si quelqu'un d'autre reprend le projet, on va avoir une base commune. Et que quand on va créer des composants, d'autres personnes seront capables de les réutiliser. Donc le but, c'est encore une fois gagner du temps et être sûr que quand on crée des pages et des nouvelles pages et des nouvelles pages, les pages suivantes qui seront créées, elles aient visuellement la même tête que les pages qui ont été créées au début. Et puis, outils de prototype, créer un minimum viable product, des proof of concept, ce genre de choses. Le côté très très éphémère, mais encore une fois, de pouvoir aller très vite sur le marché. Ok, donc les frameworks, c'est utile, c'est un rôle très très important dans notre écosystème, c'est clair. Donc à un moment donné, la question c'est comment est-ce qu'on va les choisir et comment est-ce qu'on va impliquer les équipes de design avec ces frameworks-là. C'est là où ça commence à devenir rigolo. Donc, qui choisit le framework? Généralement, c'est des choix techniques, donc c'est très très souvent, encore une fois, les équipes de développement. Dans les réponses ouvertes et les interviews, j'ai eu des choses un peu plus nuancées. On m'a dit, nous, c'est avec les chefs de projet ou plusieurs personnes se mettre autour de la table. Donc là, déjà, on commence à voir un peu le côté, on a besoin de collaboration, en fait, et de communication pour choisir ce genre d'outils. Ma question suivante était, quand, au moment du projet, est-ce que vous choisissez vos frameworks? Dans la majorité des cas, concrètement, au début du projet. Ce qui veut dire au début du projet qu'à ce stade-là, on n'a aucune idée de ce à quoi va ressembler le design, on n'a pas vraiment fait de recherche utilisateur, on ne connaît pas les wireframes, mais on a déjà choisi le framework. Ça arrive sur plein de projets. On m'a balancé dans une réunion validation du framework. Mais on commence le projet, on n'a même pas encore commencé la recherche. Pourquoi? Oui, est-ce qu'on utilise ça, et puis ça, et puis ça. Stop. On peut faire juste un pas en arrière et me donner le contexte du projet déjà. Donc on arrive avec ce genre de choses où parfois c'est aussi choisi par le client. Donc j'ai un peu l'impression des fois que les frameworks c'est devenu ces espèces de boîtes à outils magiques. On y pioche des composants sans avoir trop le temps, les moyens, les compétences de se poser la question de leur utilisation ou de leur utilisabilité. La faute à l'évolution de notre industrie, la faute au besoin d'aller de plus en plus vite, d'aller toujours sur le marché, la faute à la rentabilité aussi. Le petit modèle de la petite agence pépère de campagne, aujourd'hui, elle est bouffée par les SS2I. Donc toutes ces choses-là font que derrière, on a ces besoins de rentabilité. Donc on a des décisions, des choix techniques qui mènent des fois à la danse, et du coup, le design est relégué au rang de coup de peinture en fin de projet. Piocher dans la boîte à outils magique, ça fonctionne pas toujours. Alors, pour les gens, je vous laisse 30 secondes, et donc pour les gens du fond de la salle, je vais vous décrire ce qui se passe ici. Donc vous imaginez un ascenseur sur lequel vous avez 10 boutons qui vont on veut aller du -2 au 10. Bon, déjà, de base, le composant du milieu ascenseur est un peu bizarre parce que le 10 se trouve tout en bas, soit. Sauf que cet immeuble-là, figurez-vous qu'il a 4 étages.
Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le composant ascenseur de 10 étages dans un immeuble de 4 étages en mode « ouais, t'inquiète, ça passe ». Et donc, ils ont hacké le composant en mettant des petits stickers sur les côtés pour dire que là, par exemple, si vous voulez aller au 3e étage, il faut appuyer sur le 7 et le 8. Alors déjà, c'est super difficile à comprendre. Si en plus vous êtes aveugle, c'est mort parce qu'ils vous ont pas traduit le braille sur le côté. Donc quelqu'un d'aveugle, là, c'est fini, il pourra jamais utiliser cet ascenseur. Je vous vois vous marrer, mais on fait pareil en web. On n'est pas mieux que cet ascenseur. Concrètement, on construit des interfaces à gros coups de copier-coller de composants UI, Bootstrap, Material Design, tout ce que vous voulez. Derrière, les gens comprennent pas comment ça marche, et donc on leur colle ce genre de stickers. Alors, c'est pas des stickers sur le côté des écrans, hein, quoique j'ai déjà vu ça dans des formations. Mais concrètement, c'est des wizards, c'est des machins d'onboarding, c'est des pastilles, c'est des step-by-step, tous ces petits machins qu'on rajoute par-dessus nos interfaces pour les expliquer aux gens. Parce que concrètement, monsieur le client, on peut pas tous être derrière tous nos clients. Donc, l'autre jour, j'ai une collègue qui vient me voir pour un problème de design. Alors, j'ai volontairement pas mis du visuel, vous allez comprendre. Elle avait un tableau. Ok, on imagine un tableau. Il y a des lignes. Quand on clique sur une ligne du tableau, ça ouvre une modale. Dans cette modale, il y a 2 onglets. Dans l'onglet de droite, il y a un deuxième tableau. Dans ce deuxième tableau, on peut rajouter des données. Donc il y a un petit bouton « Créer » dans le deuxième tableau, dans l'onglet, dans la modale, qui s'ouvre quand on clique sur le bouton. Et donc quand on crée « Créer », ça ouvre un formulaire. Et donc sa question, c'est mais je le mets dans quoi, le formulaire? Parce que je me suis dit une modale, mais je suis déjà dans une modale. Très bonne question. Donc, elle est venue me voir en mode, quel est le composant que je dois utiliser? Concrètement, je charrie un peu. Je suis ravie qu'elle soit venue me voir en amont du projet. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce niveau d'inception? Parce qu'en fait, derrière, on a une dette interface. À un instant T, cette page-là, il y avait une modale et le contenu de la modale était suffisant. Donc, le composant modale fonctionnait. Le problème, c'est que la page a grandi. Les clients ont demandé à rajouter des choses, des machins, des trucs, des bidules. Et puis, au bout d'un moment, donc là, c'était des business analysts ou des développeuses, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Elles ont rajouté des choses, un petit peu de briques et de broc. Et à aucun moment, quelqu'un s'est posé en se disant « Non, mais attendez, là, stop, on a une grosse dette d'interface. Est-ce que la modale est toujours un composant qui fonctionne ici ?» La réponse est non, en fait. Et la solution, dans ce cas-là, c'est pas de trouver un nouveau composant. Je peux te designer la modale la plus jolie de la Terre, ça va pas t'aider. La solution ici, c'est de revoir la structure de la page. Quand vous avez autant de contenu dans une modale, c'est pas une modale dont vous avez besoin, c'est une sous-page. C'est revoir l'architecture d'information de votre site. Donc ma collègue est venue me trouver très tôt. Merci à elle. Souvent, hélas, on vient trouver l'équipe design en fin de projet pour mettre un coup de peinture. Faut que ça claque avec les gens qui vous font les... Voilà. Le rendre plus sexy, je déteste cette phrase, j'ai envie de leur répondre, est-ce que tu veux que je te mette un string sur tes boutons? Voilà. Il faut quelque chose de plus fun. Je fais quoi? Je lui mets un nez de clown. We need to wow the user. Je ne savais même pas que to wow était un verbe, mais apparemment pour certaines personnes en anglais, si. Je veux que ça en jette. Je vous laisse deviner qui j'ai envie de jeter à ce moment-là. Ajoute des jolies couleurs sur le bootstrap, plus gros logo, forcément. On n'est pas chiant, moi non plus. On veut juste un truc moins moche. Ok, j'ai pas des talents artistiques, moi. Moi non plus, en fait, ça tombe bien. Parce qu'en fait, on ne dessine pas une interface, en fait, on la conçoit. Et la grosse différence, c'est que, alors, à moins que vous jouiez à ces petits jeux rigolos où vous faites un dessin, vous le passez à votre copain et vous le passez à tout ça, le dessin, c'est rarement une activité collaborative. Le design, le fait de concevoir des choses, c'est une activité collaborative. Et ça implique pas que des designeuses et des designers, ça implique toute une équipe. Donc, au risque de me faire taper, le design d'interface, c'est pas de l'art. Je suis désolée. Et si vous avez encore une fois assisté à la conférence ce matin, vous avez dû vous rendre compte que le vocabulaire utilisé ce matin, c'était du vocabulaire du domaine de la science, en fait. On est des gens qui expérimentons des choses, on a des méthodologies, on a des sciences cognitives, de la neuroscience, du marketing, ce genre de choses. Donc derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que non, je ne mettrai pas un coup de peinture sur le bootstrap parce que c'est pas mon job. Donc, dans tout ce micmac, comment est-ce que je peux essayer de faire en sorte de quand même continuer à utiliser mes frameworks, parce que contrainte du projet, parce que temps, parce que budget, tout en tentant de recentrer vers une démarche un petit peu plus orientée humain. Alors, j'ai pas de réponse magique, donc ce qui va suivre, en fait, c'est un peu mon procédé à moi. Je serais ravie d'en discuter. On sera d'ailleurs à 16h, je crois, 17h, dans une des salles avec Laurence Wagner pour discuter tout ce qui est framework, UI, UX, donc n'hésitez pas à venir. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment moi j'essaie de faire.
La première chose, c'est faire ses devoirs, faire sa recherche utilisateur. Alors on adore se trouver des excuses. Mais on n'a pas d'UX designeuse, mais on n'a pas le temps, mais on n'a pas le budget, mais... Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expérience utilisateur, c'est pas juste une jolie ligne sur un CV, c'est une compétence pluridisciplinaire. Mon intégratrice, si elle me fait des animations qui sont trop rapides ou des boutons qui marchent pas, elle nuit à l'expérience utilisateur. Mes développeuses, si elle me recrache ma base de données en mode clé-valeur dans un formulaire, mon expérience, elle est naze. J'ai une pote qui est SEO, elle rigole bien parce que depuis des années, toutes les méthodes UX qu'on utilise aujourd'hui en SEO, en marketing, ils en utilisent des très très proches en fait. Donc même si vous n'avez pas une personne attitrée avec le rôle UX designer là écrit sur sa tête, il y a plein de gens en fait dans une équipe qui peuvent essayer de commencer à faire des choses. Où est-ce qu'on trouve des retours utilisateurs pour pas cher ? Concrètement, le support, les ventes, les gens qui forment si vous avez un produit. C'est des gens qui sont en première ligne, c'est des gens qui vont avoir plein de retours. Donc ça, c'est la boîte mail de mon support sur un des produits. Concrètement, elle est consultée très très régulièrement et on regarde un petit peu ce qui se dit. On essaie d'identifier les problèmes, les supports, les choses à améliorer. Les forums, les réseaux sociaux, les avis en ligne, il y a plein d'endroits en ligne où vous pouvez trouver qu'est-ce que les gens pensent de votre produit et surtout qu'est-ce qui les énerve sur votre produit. Aujourd'hui, on parle tout le temps d'innovation, on parle de mutation. Si vous voulez créer de l'innovation, il ne faut pas suivre vos concurrents. Si vous voulez créer de l'innovation, il faut les devancer. Comment vous les devancez ? Vous regardez ce qu'on dit d'eux en ligne, vous regardez là où les gens râlent et vous faites mieux, concrètement, si vous voulez être sûr d'avoir une marge d'avance. Ça va vous coûter cher, ça va surtout vous coûter super cher si on ne fait pas de recherche derrière, parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir refactoriser du code, mais surtout refactoriser tout un produit en entier. À un moment donné, c'est un petit peu complexe. Les analytics, si vous êtes sur une refonte, il y a de fortes chances que vous ayez déjà un outil d'analytics, donc Google Analytics, Piwik, ce genre de choses. Pareil, vous pouvez déjà commencer à creuser là-dedans. Les pages les plus utilisées, vous pouvez voir les parcours. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec plein d'outils gratuits. Les questionnaires en ligne, donc ça c'est 30 €, un mois de SurveyMonkey, concrètement. Et on a eu des réponses super intéressantes. Donc, on a designé une application TV. Voilà, on en pense ce qu'on en veut. Concrètement, on a mis un questionnaire en ligne parce qu'on voulait savoir comment est-ce que les personnes cherchaient des voitures d'occasion. Le problème, c'est que sur l'application TV, on peut faire gauche ou droite. Donc l'ordre des filtres est super important. Parce qu'on ne peut pas dire, au fait, je mets le premier filtre et puis n'importe lequel. C'est quelque chose de très linéaire. Donc du coup, on voulait essayer de comprendre comment les gens utilisent ce genre de choses. On en a profité aussi pour glisser des questions sur la désirabilité. Je ne sais plus, c'était 1 ou 3% de gens voulaient de notre application TV. Voilà. Mais, je crois que c'était 25% étaient intéressés par la version iPad. Ce qui fait que faire ça nous a permis de faire deux choses. D'une, de changer un peu la roadmap, de dire ok, l'application iPad, on va peut-être la développer plus tôt. Et de deux, de nous valider notre framework. On est parti sur React Native, qui permet de porter très très vite l'application TV sur iPad. L'observation. Allez voir les gens où ils se trouvent. La BNP à Luxembourg, ils ont fait une après-midi de recherche. Donc, ils n'avaient pas de designer, c'était des chefs de projet, des développeurs qu'ils ont envoyés. Au niveau du cinéma, ils ont posé plein de questions aux gens sur leur utilisation d'applications bancaires. Figurez-vous que les gens qui avaient analysé ça, ils avaient oublié une fonctionnalité clé que tout le monde leur a dit. C'est que concrètement, tout le monde s'est dit « ouais, il faut monter le plafond de sa carte bleue ». Personne dans les équipes de la BNP s'était rendu compte que pouvoir baisser le crédit de sa carte bleue était quelque chose qui intéressait les gens. Si je pars en vacances, si ma carte bleue est volée, ce genre de choses, j'ouvre l'application, hop, je baisse le plafond. Une après-midi de guérilla, discuter avec les gens leur ont permis de lancer un produit qui avait les fonctionnalités que les gens attendaient. Des entretiens à distance, par mail, des choses asynchrones, encore une fois, ça coûte pas beaucoup cher, ça coûte pas très cher, et ça permet de recueillir plein de données. Donc, j'ai mon plan de bataille, je connais à peu près mes utilisateurs, mes utilisatrices, ok. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir une vision globale, construire ma navigation. Donc là, soit j'ai déjà choisi mon framework, soit je ne l'ai pas encore choisi. Dans tous les cas, ce qui est très important en général sur un projet, ce qui vous permet de ne pas partir dans tous les sens et de ne pas oublier la moitié des vues, c'est de définir les parcours. Donc le principe de définir des parcours utilisateurs, on finit par faire ce genre de petits arbres. Concrètement, c'est de se dire, ok, je pars de là, comment est-ce que j'arrive là ? Mon utilisateur, utilisatrice passe par là, là il y a une modale, là il y a une pop-up. Parce que même si vous avez un joli template, si vous avez des boucles infinies dans vos parcours ou si vous avez des impasses, vous allez avoir des gens qui vont être complètement perdus sur vos produits. Et donc ça, on peut le tester aussi.
C'est un truc assez pratique. Les développeurs, en général, sont ravis quand je fais ça parce que derrière, ça commence déjà à leur donner une petite idée de aussi comment construire les pages. Tout ce qui est modèle de base de données aussi, ça aide beaucoup. Donc généralement, quand je montre ça au chef de produit en mode « si tu veux, je te fais ça avant », ça a l'air « oui, s'il te plaît ». C'est pas trop difficile à vendre. Et en fait, en voyant ça, vous pouvez assez facilement décider de quel gabarit vous allez avoir besoin. Tout à votre gauche, c'est quelque chose de linéaire. Au milieu, ça ressemble plus à des onglets, par exemple, ou à une navigation e-commerce. Et là, c'est plus un mode master detail, modèle détail, concrètement. Donc, à partir des parcours et à partir de ce à quoi ils ressemblent, ça vous permet de prendre des décisions éclairées. Et si votre framework n'est pas encore choisi, bah, vous savez déjà un petit peu de quel template vous allez avoir besoin. Il n'y a rien de plus désagréable de ne pas trouver ce qu'on cherche sur un site web. Donc pour ça, il y a une méthodologie en UX qu'on appelle le tri par carte. Concrètement, on peut trier plein de choses. Généralement, on l'utilise pour la navigation, mais on peut trier des contenus pour les prioriser aussi. On prend tous ces contenus de la navigation et on les donne à des utilisateurs et utilisatrices, on leur demande de les trier. Il y a deux solutions. Soit ils trient tout, je vais tuer ce micro, et du coup, on leur demande de donner des noms aux catégories, ce qui vous donne vos grosses catégories. Soit vous avez déjà vos catégories en e-commerce en général, et vous leur demandez juste de ranger. Ça permet encore une fois de s'assurer du modèle mental des gens et d'être sûr que quand ils vont chercher des choses sur votre site, donc là c'est un intranet, concrètement, ils vont être capables de les trouver. Pourquoi ? Pour éviter avec ça la Naviginception. Alors, vous avez des onglets de niveau 1 dans lesquels vous avez des onglets de niveau 2. Ok, j'ai triché, j'ai pris l'allemand, j'aurais pu prendre l'anglais, mais même en anglais, c'est pas beaucoup plus mieux. Concrètement, ce qui se passe ici, c'est qu'on a décidé du composant onglet à un moment donné, sauf que derrière, ils ont re-rangé tous les contenus et au bout d'un certain temps, on finit avec quelque chose de super complexe. Donc dites-vous bien que si vous choisissez un composant à un instant T, si votre navigation évolue, il va falloir prévoir de revoir ce composant-là ou de carrément en changer. Donc, normalement, vous avez votre vision globale. Vous voyez toutes les pages, ok. Vous voyez à peu près où vous allez, vous voyez comment y aller, vous voyez comment ça s'enchaîne. Ça fait très Inception. Du coup, à ce stade-là, vous allez vous intéresser à un niveau un peu plus macro qui est qu'est-ce que je mets sur chacune de mes pages. En général, dans mes projets, c'est des refontes. Donc, je prends l'interface actuelle, je liste les contenus. Donc, je fais ce qu'on appelle un inventaire de contenu en web. Plus sur de l'interface mobile, ça sera un inventaire d'interface. Si c'est pas une refonte, vous avez un cahier des charges, vous avez des business analysts, vous avez des chefs de produits, des chefs de projet, des gens qui savent à peu près ce que les clientes veulent mettre dans leur site. J'espère. Sinon, on peut les aider, mais là, ça commence à devenir vraiment compliqué. Donc ici, le but, c'est de lister tous ces différents contenus. Pourquoi ? Parce qu'on veut pouvoir créer quelque chose de réutilisable. Si on travaille avec un framework, on veut travailler avec des composants. Donc le fait de les lister, on peut déjà commencer à se dire « Ok, ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, c'est les mêmes. On va pouvoir utiliser le même composant. » Si vous n'avez pas d'idée comment afficher du contenu, il y a une méthode assez sympa qui permet en plus de faire de la collaboration avec les équipes, c'est le Crazy 8. Donc le principe, c'est qu'on demande aux gens de dessiner à la main. Je vous ai dit, le dessin, c'est pas très collaboratif, mais on peut le rendre collaboratif. Dessiner chacun dans un coin où il faut la même idée avec un timer. Le but, c'est que les gens se forcent à sortir de leur zone de confort. Et ce qui est intéressant, c'est pas de générer 95 idées, c'est qu'ensuite on les confronte, on discute. L'intérêt de faire ça, donc là c'était un projet sur lequel on utilise Material Design, c'est concrètement on a fini avec 3 propositions d'interface. Il y en a une qui était le truc waouh rêvé si un jour on a du budget. Il y en a une qui correspondait déjà à un composant qui existait dans Material, donc on s'est dit ok, ça a l'air plutôt bien, plein de gens pensent que ça pourrait être utile et du coup on pourrait vraiment utiliser ce composant-là. Donc si le framework est déjà choisi, faire ce genre de petits exercices, ça permet de sortir du framework parfois, parce que quand vous avez des gens qui sont au fond dans leur framework, les faire avoir plus d'idées, c'est plutôt sympa. Et de deux, d'être sûr ensuite derrière de proposer quelque chose qui rentre de nouveau dedans. Donc le but, c'est pas juste les lister pour les lister, c'est vraiment d'essayer de les regrouper. Donc généralement, c'est là où je dirais que ça peut être bien de choisir le framework, c'est une fois qu'on a la vision globale, une fois qu'on a les composants, ça évite de claquer un super gros framework alors qu'en fait on a juste besoin de 5 éléments de formulaire, ou au contraire de choisir un tout petit framework alors qu'en fait on a besoin de data tables et de machins et de trucs super complexes. Comment on choisit les frameworks ? Zut. J'ai demandé. Alors le support de la communauté, visiblement c'est une des choses les plus importantes. Qui dit support de la communauté dit aussi facilité, que c'est plus facile d'embaucher des développeurs derrière, des développeuses si jamais vous avez un framework que personne ne parle.
Concrètement, c'est plus difficile de recruter. Si vous avez quelque chose qui est beaucoup utilisé, ça sera plus simple ensuite de changer les équipes. Le langage supporté aussi, React, Angular, tout ça. La diversité des composants, la qualité visuelle et l'accessibilité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a au moins 30%, donc un tiers des gens qui en ont quelque chose à faire de l'accessibilité quand ils choisissent le framework. Ça, je trouve ça quand même cool. Un tiers, c'est beaucoup. Je m'attendais à beaucoup moins. Du coup, bravo. Concrètement, ça pourrait être mieux. Mais c'est déjà pas mal. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de collaborer, de faire en sorte que tout le monde soit au courant des contraintes d'un framework. Donc, pour en revenir à un de mes exemples de projet sur de la Unique, ce que j'ai fait une fois que j'avais mon user flow, j'ai commencé à regarder à quoi ressemblent mes composants à Unique. C'est pour ça qu'en fait, généralement, je déteste les frameworks dont la documentation est proche de zéro. Vous avez juste genre, voilà le code, débrouille-toi. Ouais, Ionic, c'est nickel pour ça. Vous voyez à quoi ça ressemble sur iOS, Android et Windows Phone. Et donc l'idée, c'est que vos développeurs, vos développeuses vont prendre connaissance de la partie documentation technique. Moi, de mon côté, en tant que designeuse, je vais prendre connaissance concrètement de la partie visuelle. Et donc je vais commencer à construire des wireframes plus ou moins détaillés en essayant de les construire en ayant en tête ces petits morceaux de composants. Parce que le but, c'est encore une fois la réutilisabilité. S'il y a des nouvelles choses à développer, si vraiment je peux pas faire quelque chose avec le framework, je vais en discuter avec les équipes, aller voir en disant écoute, là il y a un truc qui est proche mais pas totalement. J'ai regardé un peu en ligne, j'ai pas trouvé quelque chose, est-ce qu'on peut développer from scratch? Et donc je documente. Donc j'ai ce genre de petits fichiers Excel dans lesquels il y a le composant dans mes wireframes. Occurrence molécule, c'est concrètement sur quelle page. Donc là, c'est sur quelle vue de mon application iOS elles vont être. Et j'ai une dernière colonne qui est l'URL vers la documentation. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai passé un temps fou à me faire chier, à chercher toutes ces URL-là. Je vais pas demander à quelqu'un d'autre de refaire tout le job. Je les ai, les URL, autant les documenter et les filer aux équipes de développement derrière. Et c'est là où on va commencer à parler de tests utilisateurs, si vous n'en avez pas déjà fait avant. La bonne nouvelle, c'est que vous avez un framework, vous pouvez très très vite monter un prototype, donc vous pouvez très très vite le tester, vous n'avez aucune excuse pour ne pas tester, concrètement. Et c'est de se dire, quand on fait des tests utilisateurs, on va essayer de monter un prototype avec les composants du framework et valider. Est-ce que les gens qui utilisent nos produits sont capables d'utiliser ce composant, oui, non ? Sinon, c'est toujours la question de on change de composant, est-ce qu'on en développe des customs ? Donc ça va être des discussions un petit peu longues, mais généralement, testez vos composants aussi pour être sûr. Et pensez au pré-test aussi. Donc le pré-test, c'est je teste mon test sur des collègues avant. Ça me permet d'être sûr qu'il n'y ait pas des soucis de « oh mon Dieu, ça clique là, zut, c'est pas ce que je voulais faire ». Les pré-tests, ça permet de préparer les tests utilisateurs, c'est plutôt pratique. Parce que l'expérience utilisateur, c'est la responsabilité de toute l'équipe. Vous avez des business analysts, vous avez des chefs de projet qui peuvent faire des wireframes, ce genre de choses. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez déterminer en avant, plus vous allez faire des tests de composants avant de commencer à coder, plus simple ça sera derrière pour vos équipes de développement. Une fois que tout est bon, on a tous les bons composants, on passe à la phase de design. Alors j'ai conscience que certaines n'ont pas forcément d'équipe de design. Donc du coup, je vais donner quelques petits conseils de design pour être sûr qu'une fois que vous avez choisi votre framework, de ne pas faire trop de bêtises. Le plus simple, c'est concrètement garder votre framework comme il est. Genre les thèmes, les bootstraps, ce genre de choses, vous avez plein de templates. Donc si vous voulez ne pas commettre d'impair, partez pas en mode « ouais, mais moi j'aime bien le vert, j'ai trop envie ». J'ai un client, qu'est-ce qu'il m'a fait une fois ? En fait, il a trouvé un code hexadécimal d'une couleur où ça faisait un truc en lit, genre badass, 8, 4, je sais plus quoi, et paf, ça allait être sa charte graphique. Ok. Voilà. Sauf qu'en fait, la couleur a été immonde et inutilisable avec 90% des couleurs du spectre, mais bon. Donc, pour pas commettre d'impair, utilisez tout ce qui existe déjà, donc les templates, les frameworks, déjà tout fait. Si vous voulez partir sur des palettes de couleurs, il y a des outils en ligne comme Color Hunt. Faites attention à l'accessibilité. Souvent, c'est des couleurs un peu shiny, c'est super joli, mais faites quand même gaffe que vos contrastes, donc le texte sur le fond de couleur, soit suffisamment lisible. Pour les icônes, prenez des icônes qui viennent d'un même pack, font en somme, tout ce que vous voulez. Si ça vient d'un même pack, vous êtes sûr d'avoir un peu de cohérence. Et surtout, parfois, un label explicite vaut mieux qu'une icône mal comprise. Si vous vous rendez compte que vous cherchez pendant 3 heures une icône dans votre pack et que vous ne trouvez pas un truc qui correspond, peut-être qu'il vaut mieux laisser le label, en fait, parce que vos utilisateurs et utilisatrices risquent de ne pas comprendre. Moi, j'ai fait des designs où, je sais pas pourquoi, mais mon développeur, il avait très envie de rajouter une icône, le floppy à côté de save. C'est bon, il y a marqué save sur l'interface. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir ce petit floppy ?
ou même non. Donc parfois, il vaut mieux que pas d'icône. Pour les polices, keep it simple, comme plein de choses en design. Souvent, une seule police avec plusieurs graisses suffit. Le OpenSAN avec 3-4 graisses, la Roboto, il y a plein de polices comme ça. Plutôt que d'essayer de mettre ensemble deux trucs qui vont pas trop ensemble, encore une fois, allez vers les choses simples. Donc, vous avez des équipes de design. Le point clé qui est revenu plein de fois dans les discussions que j'ai eues et dans le formulaire en ligne, c'était ce besoin de collaboration et de documentation. Donc on va parler style guide, mais Laurence vous en parlera un peu mieux que moi à 16h. T'as vu les pubs? Donc concrètement, un style guide, c'est un document que je complète tout au fur et à mesure de mon projet, dans lequel il y a tous les composants du framework que je vais utiliser. Et l'idée, c'est comme ça, les gens qui vont développer ça, ils n'ont pas besoin de chercher dans 50 vues tous les trucs, ils ont tout dans un seul document. L'intérêt aussi, c'est que je ne vais pas forcément designer toutes les pages. Il y a un moment donné où les équipes de développement vont avancer. Et donc ici, ça sert de document de référence. Si tu as besoin d'un bouton, il ressemble à ça. Si tu as besoin d'un label, il ressemble à ça. À propos de label, les formulaires, c'est des choses qui vivent concrètement. Ils ont plein d'états. Donc en tant que designer, c'est aussi notre job de faire en sorte que les labels, les inputs, tous les trucs des formulaires, on prévoit tous les différents états. OK, focus, les erreurs, ce genre de choses. Ça aussi, ça fait partie du job de designer, parce que personne d'autre va le faire de toute façon, et concrètement. Et ça nous évite d'avoir des erreurs, genre erreur 400 nanana, doesn't compute, ce genre de choses qui ne parlent pas du tout aux gens qui utilisent vos interfaces. Il y a des outils sympas, Inspect, Zeppelin, concrètement. Pour collaborer, encore une fois, on peut mettre son design dans ces outils-là, et les équipes de développement peuvent inspecter, donc voir les bonnes couleurs. Juste, il faut leur dire de ne pas copier le CSS, parce que généralement, le CSS généré est dégueulasse. Donc, c'est super utile pour récupérer les couleurs, pour récupérer les polices. Par contre, le CSS, il est vraiment en mode 350 pixels x 292. C'est pas forcément une bonne idée. Mais ça reste des outils plutôt utiles. Si vous n'avez pas ce genre d'outils, ben moi, je fais ça sur des projets où je leur fais carrément des spécifications. Comme ça, derrière, je suis sûre que c'est respecté. Donc, au final, documenter les choix de design, c'est quelque chose qui est remonté très souvent, et c'est aussi des propositions pour améliorer les frameworks. De se dire, OK, d'un côté, on a la documentation du code, mais d'un autre côté, il faudrait peut-être commencer à documenter les composants. Pas juste dire, voilà un input, mais dire, bah voilà un input, voilà comment l'utiliser. Il y a des frameworks qui ont commencé à le faire, c'est plutôt bien fait. Alors, j'ai pas du tout regardé la qualité du code, hein, pour le coup. Par contre, la partie sympa, c'est que quand vous arrivez sur chacun des composants de ce framework-là, en fait, vous avez par exemple le date picker, où vous avez une petite explication de comment l'utiliser, à quoi il faut faire attention en UX, en accessibilité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc le code est un petit peu plus tard. Donc nous, on utilise pas mal Ant Design. C'est un framework qui est fait par des Chinois, je crois. Donc ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de dashboards en chinois. Et là, on se rend compte que quand un composant est bien fait, en fait, on n'a pas forcément besoin de parler le langage. On peut très facilement retrouver tout. Et donc, eux, ce qu'ils ont, ils n'ont pas une documentation par composant. Par contre, ils ont une documentation générale avec des conseils sur, encore une fois, l'accessibilité, les alignements, les couleurs, ce genre de choses. OK, donc une fois que tout ça est terminé, on passe à la phase d'intégration de développement. Je ne vais pas forcément rentrer là-dedans, c'est la partie technique, c'est plus mon boulot, concrètement. J'ai constaté deux choses en discutant avec les équipes de développement, c'est que souvent, soit on va pouvoir partir du design, et donc on va avoir des personnes, des intégrateurs, intégratrices qui vont vous faire le HTML, CSS, et ensuite derrière, des développeuses full stack ou back vont vous le mettre dans le back-end ou dans le front-back. Donc concrètement, ils vous vont faire des templates WordPress, ils vont en faire des thèmes Angular, ils vont en faire des thèmes React. Donc soit vous avez quelqu'un qui fait du HTML, CSS en se basant sur les maquettes et ensuite on rajoute la surcouche, soit c'est l'inverse, donc on a des gens qui vont monter un prototype Angular ou WordPress ou n'importe quoi avec zéro skin, et ensuite les équipes d'intégration vont prendre ces composants-là et reskinner le HTML, CSS. Alors j'ai pas de conseils ici, c'est vraiment en fonction des équipes, en fonction aussi des affinités de vos équipes concrètement. Moi je connais des gens qui préfèrent qu'on leur fournisse le composant dans le navigateur et faire juste le CSS, et je connais des gens qui veulent absolument pas entendre parler d'Angular et disent je te donne le HTML, CSS, débrouille-toi. Dans tous les cas, se mettre d'accord en début de projet aussi là-dessus, ça aide à être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Documenter les composants aussi. Si vous en créez des nouveaux, concrètement dans votre code, le jour où vous voulez mettre à jour votre framework, vous sachiez d'avance, attention, ça potentiellement, ça va complètement exploser, ou pas. Mais donc oui, mon composant là, il n'était pas dans Ant, du coup on l'a documenté.
Et encore une fois, c'est pas toujours possible en tant que designer, designeuse de faire toutes les pages d'un projet, surtout sur des applications super longues, des applications métiers où il y a plein de petites choses. Donc ce qu'on finit par faire, c'est designer des design systems, designer des style guides, leur donner plein de choses, mais il y a plein de pages qui seront faites par les équipes de développement. Donc ce que j'essaie de mettre en place, c'est des phases de recettes en fait. Des phases où de dire, il n'y a rien qui part en prod tant qu'il n'y a pas au moins une personne d'équipe design qui a vu les pages. Ça permet de s'assurer de la qualité aussi, et ça permet aussi de s'assurer qu'il n'y a pas trop de grosses déviances entre ce qu'on a designé à un instant T et le produit final. Parce que derrière, de toute façon, mon argument, c'est de dire, non mais le client, il va te faire les retours. Je veux dire, si le bouton, il n'est pas bon, s'il n'est pas la bonne taille, le client, il va te le faire, le retour. Donc c'est pas en ne montrant pas ce que tu as fait que c'est bon. De toute façon, donc, vaut mieux que je te fasse le retour que ce soit le client qui te le fasse. Généralement, ça passe. C'est aussi l'occasion de faire les derniers tests utilisateurs, les derniers tests fonctionnels. Donc ça, c'est notre dernier test utilisateur sur notre application Feedback TV pour vérifier que tout était bon. Donc là, c'est pareil, c'est toujours assez sympa de ramener les équipes de développement dans les tests utilisateurs parce que d'une, ça fait monter tout le monde en équipe et de deux, c'est super fun et super intéressant pour des gens qui développent de se rendre compte que oui, il y a un truc qui apparaissait tout bête, en fait, ça marche pas. Et ils peuvent aussi dire, ok, ça, c'est une feature ou un bug. Là-dessus, j'ai eu pas mal de trucs où, pour moi, c'était des bugs. Et le développeur m'a dit, en fait, non, c'est une contrainte du framework. Donc c'est pour ça aussi que la collaboration est super importante, parce que moi, j'ai pas connaissance de toutes les contraintes de ce genre de framework. Et donc un produit, ça s'arrête pas à la première mise en production, surtout sur des méthodos agiles. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les phases de UX, UI, développement, c'est des espèces de cercles. Si on itère assez souvent. Et donc on peut faire de la recherche utilisateur tout au début d'un projet, mais on peut aussi en faire à chaque composant, à chaque nouvelle feature, à chaque nouvelle fonctionnalité. Donc c'est des choses qui sont totalement qu'on peut mettre en place assez facilement en fait. Donc l'UX, c'est pas incompatible avec des méthodos agiles, au contraire. En conclusion, je pense qu'il est possible d'allier les templates, framework UI et UX, si on fait les choses dans le bon ordre et qu'on se donne un petit peu le temps et les moyens de le faire. C'est pas forcément des solutions techniques qui sont ressorties de mon étude et des discussions avec des gens, en fait. On m'a dit, oui, les style guides, nanana, mais ce qu'on m'a surtout dit, c'est ce besoin et cette volonté de communication et de collaboration entre les équipes. Donc, c'est grand temps de remettre l'humain au centre de nos processus de conception. Ça commence par plus de communication et de collaboration avec nos équipes, donc des équipes de design, équipes de développement. J'ai l'impression de me répéter, de dire ça tous les ans. Mais je me rends compte que c'est un peu le nerf de la guerre. J'ai des gens qui m'ont carrément parlé de peer programming pour designers, donc d'avoir toujours des équipes de deux, avoir des intégrateurs et intégratrices qui travaillent tout le temps avec, d'avoir quelque chose, donc d'arrêter de travailler en silo, d'avoir, tu vois là au fond de la salle, c'est l'équipe des designers, on va leur demander de faire de la peinture de temps en temps, mais d'avoir vraiment des équipes pluridisciplinaires, parce que derrière, ça enrichit tout le monde, en fait. D'essayer de comprendre les contraintes d'un framework, d'essayer de comprendre des contraintes de design. Nous, on essaie de mettre en place ça à notre petite échelle dans ma boîte. On essaie de faire des micro-formations pour les équipes de développement et d'analystes pour leur faire comprendre pourquoi, en fait, on fait ça. Donc, sur des théories très, très simples, sur de l'accessibilité, sur des contrastes, sur des boutons. Donc, faire remonter tout le monde en compétences. Le but, c'est pas que ces gens-là deviennent UX designers et qu'ils me remplacent. C'est juste que le jour où ils ont une décision à prendre, ils sachent qu'on existe, ils sachent qu'il y a des gens qui peuvent les aider et qui reviennent vers nous si jamais la décision est très très complexe à prendre. J'aimais beaucoup ce verbatim de personnes, je sais pas qui, mais donc afin l'équipe de design et développement comprenne qu'ils ne doivent pas être ennemis et qu'ils peuvent tout à fait travailler ensemble. On en est encore là. Et donc au final, j'espère vous avoir convaincu, et surtout, non, le design d'interface, ce n'est pas de l'art, c'est surtout de la collaboration, c'est de la conception, et la conception, ça se fait en équipe. Et non, je ne colorerai pas votre bootstrap. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont très envie de nous expliquer comment eux collaborent sur des frameworks UI ? Je serais super intéressée de le savoir aussi. Vous avez le droit de faire des remarques, pour une fois. Il y en a au fond là-bas. Merci beaucoup Stéphanie pour l'intervention, c'était super. J'avais une question c'est une question comparative de workflow. En fait, dans l'un des projets sur lequel je travaille, on passe par une phase de prototypage graphique avec InVision ou XD ou un truc du genre.
Ce qui fait qu'en fait, on a vraiment un truc à envoyer aux devs de façon interactive avant qu'ils puissent éventuellement, si c'est un début de projet, choisir un framework ou prendre des décisions sur telle ou telle bibliothèque à utiliser si on attaque de nouveaux composants. C'est un peu plus long à faire, mais en fait, on s'aperçoit qu'on gagne vraiment beaucoup de temps. Et est-ce que c'est un truc que vous utilisez dans quel contexte vous l'utilisez et comment vous le justifiez auprès de vos clients parce qu'ils ont souvent du mal à voir l'intérêt? Alors ouais, on l'utilise dans tout ce qui est style guide. J'avais 88 slides, donc j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais c'est cool de demander. En fait, quand j'ai des interactions à faire, j'utilise Flintou, je crois que ça s'appelle, et donc mes développeurs, mes développeuses, ils ont des petits MP4 pour leur montrer le type d'interaction qu'ils veulent. Donc ouais, clairement. Après, je bosse pas mal sur des projets en interne, et je bosse sur des projets où des fois les clients savent même pas qu'il y a du design qui est vendu. Donc c'est plus une communication en interne, nous, avec les équipes de développement, où je leur dis, bah voilà, moi j'aimerais bien que l'animation se fasse comme ça, ce genre de choses. Après, je pense que ça se vend à un client, mais très sincèrement, je pense qu'il s'en fiche. Dans le sens où, pour moi, ça fait partie du job de designer. Donc moi, je noirais ça sur un devis dans partie design, UI, interactive, ce genre de choses, quoi. Mais ouais, ça marche super bien. Enfin, généralement, les équipes de développement sont ravies quand on leur donne les petits MP4. Elles font ouais, ok. Puis c'est challenging aussi de dire allez, go. Parce que sinon, ils auraient peut-être pas forcément pensé. Et quand tu leur dis ouais, vas-y, lâche-toi, fais un truc en CSS, cool. C'est ouais. J'ai des développeuses merveilleuses. D'autres questions? Il y avait une question au fond là-bas. Bonjour, merci pour la conférence. C'est pas tellement une question, c'est plus sur une confirmation en fait, parce qu'on est passé exactement par cette phase-là il y a pas longtemps. Je suis designer dans une start-up où je suis la seule designer et où il y a 3 devs. Et où au début il y avait qu'un dev et donc c'était facile parce qu'on avait trouvé notre rythme entre guillemets et donc on se comprenait très bien. Et puis, il y a eu un autre dev qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Et là, c'était le drame. Parce qu'on n'avait plus l'habitude d'expliquer et de collaborer et de documenter. Parce que pour nous, c'était devenu pas intuitif, mais on avait tellement l'habitude de travailler ensemble que ça coulait de source. Sauf que le nouveau qui est arrivé, il s'est retrouvé perdu au milieu de tout ça. Et donc, ça a été un peu la crise. Et on s'est rendu compte de l'importance, surtout pour moi, autant en code, il documentait déjà un peu les composants. On travaille avec React, il documentait déjà les composants qu'il créait, etc. Et on s'est rendu compte que c'était important aussi de documenter sur le design, sur tous les composants en design qu'on utilise, que ce soit les boutons, les inputs, les labels, les différents niveaux de titres, etc. Parce que moi, en tant que designer, je m'étais relâchée aussi. Et que comme le dev avec qui je travaillais me comprenait très bien, entre guillemets, j'avais plus besoin d'être aussi rigoureuse et d'avoir toujours exactement le bon margin sur mes boutons, etc. Alors que le nouveau dev, lui, entre guillemets, il le comprenait pas, il pouvait pas le savoir. Oui, on mettait toujours, je sais pas, mettons, il y avait toujours 15 pixels de margin sur les boutons. Lui, il voit qu'il y a des boutons où il y a 5 pixels et il voit qu'il y a des boutons où il y en a 20 et il comprend pas pourquoi. Et du coup, ça force à être plus rigoureux et à être plus compréhensible et et ça favorise l'intégration des nouveaux membres aussi. Et c'est plus facile de faire évoluer le projet par la suite. Mais c'est quelque chose dont on s'était pas forcément rendu compte au début et en fait, c'était juste super important. Et puis tu peux partir en vacances aussi. Genre, c'est bête, mais il y a un truc qui s'appelle... Non, mais dans le sens où... On n'a pas tellement la problématique pour l'instant parce que je suis la seule designer, donc juste si je pars en vacances, il n'y a pas de design. Ouais, ça avance pas, c'est ça. Mais quand t'as quelqu'un de malade... je fais en sorte que ça ait avancé suffisamment pour que les devs aient de quoi faire pendant que je suis pas là. Mais effectivement, il faut que ce soit compréhensible pendant que je suis pas là et pas qu'ils aient à venir me poser des questions. Mais pourquoi ce bouton il est différent? On met quoi comme label? Les inputs, on fait comment quand c'est actif ou quand c'est over ou quand c'est je sais pas quoi? Yeah. Merci pour le retour. Il y avait 2 questions encore. Alors. Moi, j'ai une question. Concrètement, quand on n'a pas de web designer dans la boîte, j'ai bien compris qu'il y avait plein d'outils, plein de recommandations, plein de choses à faire.
beaucoup de choses à faire. Après, dans une petite structure, on n'a pas forcément le temps de tout faire. Donc moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Donc oui. la question, c'est qu'est-ce qui est vraiment important dès le début pour documenter, dans quel ordre, quand bien même on n'est pas soi-même web designer, mais moi, par exemple, dans les sites que j'ai vus, c'est par exemple avoir une plaquette avec l'affichage de tous les labels et tous les boutons, etc., pour qu'il y ait un document central pour qu'on puisse s'y référer. Ça, j'ai retenu. Mais voilà, est-ce qu'il y a un ordre vraiment d'outils à mettre en place précis pour toi? Ça dépend du type de projet après, ça dépend si tu es sur un gros truc, une start-up, enfin ça dépend de plein de paramètres. Mais je dirais, l'ordre, c'est un peu l'ordre des slides, de faire de la recherche à un moment donné, d'essayer de comprendre les gens. Ça peut être, je pense que si start-up, c'est ça. Il y a une équipe marketing, il y a des gens qui ont quand même essayé de trouver, est-ce qu'il y a une utilité au produit sur le marché. Donc c'est avoir à un moment donné, moi je suis arrivée dans ma boîte, j'ai appris au bout de 4 mois que la marketeuse, elle avait fait des personas. Je fais, mais donne-les-moi, moi ça m'intéresse, enfin... Donc, faut pas forcément... Enfin, t'as pas toujours le temps de tout faire, mais c'est d'essayer d'avoir le plus de données en amont et le plus de documentation pour pouvoir avancer. Donc après, le Crazy Yet, c'est pour donner des exemples, plus des pistes de petits trucs qu'on peut faire facilement. Après, oui, on peut pas forcément toujours tout faire. On n'a pas toujours besoin de tout. Un site avec une navigation, le site de la start-up en mode qui sommes-nous, contactez-nous, où il y a 3 pages dans la navigation, ton card sorting... il y a 3 pages, quoi. Donc, c'est pas forcément l'ordre dans lequel faire tout ça. C'est plus se dire, OK, commencer par de la recherche, essayer de comprendre les besoins. Ensuite, essayer d'avoir une vision globale. C'est super important, la vision globale. Moi, il y a plein de projets où je grogne, quoi. Ils sont en train de développer des trucs dans des petits silos. Et je suis là, OK, mais la navigation globale, oui, mais on verra plus tard. Mais vous êtes 5. Vous êtes en train de se développer, chacun des 5, un petit bout du truc. S'il n'y a pas de vision globale, à un moment donné, ça va s'effondrer. Donc c'est plus ça, se dire recherche, vision globale, voir où on va, et ensuite effectivement documenter les besoins très terre à terre, des inputs, les boutons, ce genre de choses. Donc c'est plus les grosses étapes du projet que quelle méthodo appliquer. Et après, moi j'ai discuté avec une start-up où ça fait 3 ans qu'ils existent. Ils n'ont pas du tout d'équipe de design, donc pendant 3 ans, ils ont eu par contre un développeur Java qui était passionné par ça, qui a commencé à évangéliser en interne. Et donc là, aujourd'hui, ils sont en train de recruter 2 UX designers, un UI et un intégrateur, je crois. Mais concrètement, c'est pas toujours le job d'un designer. Des fois, il y a des équipes de développement. Je sais plus, j'avais vu une reconversion une fois d'une nana qui faisait une conférence sur comment j'étais intégratrice et je suis allée vers l'UX aussi. De dire, en fait, il faut juste des gens avec un minimum d'affinité, de curiosité. Donc, c'est un vrai métier, clairement. Il y a clairement des méthodos. Mais après, je suis aussi d'accord qu'en start-up, parfois, il vaut mieux avoir un petit peu de données, un petit peu de recherche que rien du tout. Et d'aller à l'aveugle en mode, allez, on y va, on verra bien ce qui se passe. Ok, il y avait encore une question? On peut prendre un café. Salut. Hey. J'avais une petite question. Tu as parlé du design system. Donc moi, je suis moi-même très convaincu par la chose. Il n'y a aucun souci. Les front-end aussi. En revanche, je remarque quelque chose assez fréquemment, c'est que le client a beaucoup de mal, même si tu lui expliques bien en amont qu'on va fonctionner de cette façon-là, qu'on va faire des briques, qu'on va pouvoir réutiliser facilement sur chaque page, que même eux, s'ils ont besoin de recréer des pages, par exemple, s'ils sont sous WordPress, ils pourront facilement utiliser ces briques, etc. Ils ont beaucoup de mal à se projeter sur toutes les pages qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils vont avoir prévu du contenu qui vont dans des pages, sauf que ils savent qu'ils vont devoir réutiliser des blocs qu'on a déjà fait, mais sauf qu'ils ne les voient pas en maquette, parce qu'on ne va pas faire 80 maquettes, par exemple, on va en faire, mettons, entre 15 et 20. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Et si oui, comment est-ce que tu fais pour vendre le concept de faire un design en design system? Alors, je suis confrontée à ça, surtout en responsive aussi. Donc, non seulement je ne vais pas faire 150 écrans, mais en plus, je ne vais pas faire tes 150 écrans en 3 tailles différentes. Donc, clairement, déjà, c'est l'expression « follow the money », concrètement. C'est dire, s'il faut faire 150 écrans sur 3 tailles différentes, ça va coûter très, très cher. Donc, c'est aussi un compromis de dire, regardez, on va pouvoir mettre plus de budget là-dessus, on va pouvoir faire peut-être des animations, des trucs un peu plus fun. Mais derrière, effectivement, ensuite, c'est donner des exemples, en fait. Moi, généralement, quand je vais chez les clients, je leur montre des exemples de projets qui ont fonctionné. Je leur dis, voilà ce qu'on a livré, voilà comment on a fonctionné. Donc ça, c'est pas trop mal. Et les rassurer. Ce qui leur fait souvent peur aussi, c'est de dire, concrètement, si les équipes de design font pas toutes les maquettes,
Il y a peut-être des équipes de développement qui vont les faire. Ils ont peut-être eu une mauvaise expérience avec des équipes de développement. Donc c'est de dire, non, on va pas laisser les équipes de développement faire tous les trucs. Nous, on sera toujours là, on sera là en soutien. On sera aussi là, comme je disais, je parlais de la phase de recettes graphiques à la fin, de leur dire, même si on va pas designer toutes les vues, il y a quand même quelqu'un qui va regarder, qui va vérifier que tout est bon. On va vous les montrer avant de les mettre en prod. Donc c'est vraiment rassurer là-dessus. C'est rassurer sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur et comment ça va se passer. Ça répond à la question? Ok. Encore une question? C'est la dernière. Mais sinon, on peut discuter à 16h ou 17h, je sais plus. 17. Ouais. Oui. Ouais, ma question va peut-être te paraître bizarre, mais comment tu vends un design system à un designer, justement? Parce que, à qui un designer? Parce qu'en fait, moi, par exemple, je suis intégratrice et on essaye d'instaurer un design system, justement. Et j'ai souvent la remarque, on va brider notre créativité ou par exemple, on va nous dire que pour certains clients qui vont vouloir toujours personnaliser et que du coup, en fait, on va soit faire toujours la même chose, soit développer quelque chose qui sera par la suite complètement inutile. Et du coup, ça peut paraître bizarre, mais j'ai certaines personnes qui sont plutôt réfractaires à l'idée du design system. C'est déjà le design system. Enfin, là, je parle aussi, je fais beaucoup d'interfaces, en fait. Je suis vraiment dans des très gros projets avec plein de composants dans tous les sens. Moi, je suis pas DA, j'ai jamais été directeur artistique. J'ai jamais fait un magnifique one-page layout avec un truc ultra inspirationnel. Clairement, si c'est dans de la com, dans des sites vraiment avec une grosse identité, avec ce genre de choses où toutes les pages ne se ressemblent pas, où on va designer toutes les pages, le design system, il va être un peu pauvre, il va avoir les boutons, les couleurs, ce genre de choses. Donc sur un site d'agence, un truc, je déteste ça, mais un truc qui... Je sais pas, j'ai des visuels en tête où ça bouge un petit peu, il y a plein de trucs, où chacune des pages est une expérience et tout à elle seule. C'est sûr qu'effectivement, le design system, il va être un peu pauvre. Après, dès qu'on commence à parler conception produit, réutilisabilité, ce genre de choses, c'est vendre aussi ça. Est-ce que le designer, il a envie de s'éclater à refaire des chartes et des trucs cool et avoir du temps là-dessus? Ou est-ce qu'ils ont envie de designer chacune des pages, chacune des déclinaisons? Enfin, moi, en tant que designer, ça me fait chier de faire la déclinaison de la même page 12 fois, alors que derrière, j'ai des composants sketch et je peux juste les drag and dropper et les réutiliser. Mais là, c'est vraiment plus des affinités designer. Après, c'est sûr qu'imposer un design system, si derrière, les gens veulent pas travailler comme ça... Mais après, ça dépend aussi un peu des outils. Enfin, je vois qu'avec Sketch, en tout cas, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a tout un système de symboles. Donc, de base, dans l'outil, il y a la réutilisabilité des composants. Comme de base, on l'a dans du HTML, comme de base, on l'a dans plein d'autres choses. Donc, c'est ça aussi, peut-être dire, ok, mais nous, de toute façon, on va réutiliser les composants. Donc, fais quelque chose de réutilisable. Ça répond à la question? Ok. Merci beaucoup.